Expropriation des populations de la vallée d'une thème, une bombe à retardement contre la paix sociale, c'est la grande interrogation et surtout notre thème de ce mardi 11 août de l'an de grâce 2020. Si rien n'est fait, les populations de cette localité qui vivent de l'agriculture n'auront plus de terres cultivables. La vallée d'une thème est un département du Cameroun situé dans la région du sud. Son chef-lieu, c'est Ambam. Si rien n'est fait, les populations de cette localité qui vivent de l'agriculture, de la chasse et surtout de la cueillette n'auront plus de terres cultivables. 66 430 hectares de terre et pour cause l'expropriation sauvage, ça il faut le dire, de 66 430 hectares de terre, je me répète, pour cause d'utilité publique, entre guillemets, c'est ce qu'on déclare encore pour l'instant. Après des consultations, il ressort que les populations concernées par cette expropriation sauvage n'ont jamais assisté à aucune réunion et ne sont au courant d'absolument rien. Encore moins été associés aux différentes procédures conduisant à cet acte. Il ressort également que ce dossier a été gardé secret pour mieux piétiner d'ailleurs les intérêts des populations de cette vallée d'une thème. Nos populations vivent de l'agriculture, de la chasse et de la cueillette. Une amputation d'autant d'hectares va certainement avoir des conséquences dramatiques dans l'avenir. L'installation d'une telle supercherie va induire un mouvement de population qui ne sera certainement pas en notre faveur, se plaint d'ailleurs le docteur Mengue, le député de la vallée d'une thème. Le gouvernement interpellé, selon l'honorable, le gouvernement doit prendre ce problème à bras le corps, sinon d'ici une trentaine d'années plus tard, estime-t-il, nous espérons et surtout nous serons tellement minoritaires qu'il serait impossible pour les collectivités Mtoumou et Mvaïe d'avoir un représentant au Parlement ou dans nos exécutifs communaux. Nos ancêtres nous ont appris que le pied qui a été mordu par un serpent a peur même de la brindille. Ça, il faut préciser par ailleurs que c'est une sagesse de chez nous. Nos forêts sont assez envahies. Un tel projet ne nous sera certainement pas bénéfique à long terme, pense le député de la vallée d'une thème. Quoi qu'il en soit, le docteur Menga porte son soutien en faveur de toute procédure qui annulera ces actes administratifs, lesquels, messieurs, selon lui, ont été pris en violation de la loi, en ce que l'expropriation pour cause d'utilité privée. Je matérialise mon soutien par la contribution d'une modique somme de 200 000 francs CFA pour le fonctionnement du comité, conclut-il. Voilà pourquoi nous également, nous interrogeons ce matin comment avoir pris l'initiative d'exproprier des populations de 66 430 hectares. Cela signifie que ces personnes n'auront plus de terre. Et là, en ce moment-là, on va se poser justement la question. Albert Anatola, ici, n'est-ce pas là une même base de Neo Industry sur la vallée d'une thème? Écoutez, Steve Jocelyn Goss, le cas que vous évoquez, qui fait l'objet de la thématique de ce matin, était qu'un parmi tant d'autres. Tout à l'heure, lors de la revue de presse, oui, vous avez évoqué quelques cas. Oui. Notamment, vous avez déjà au niveau du département du Vouri, le roi Bel, qui va en guerre contre certains expropriateurs. Et parmi ces expropriateurs, vous avez des autorités administratives qui ont carrément envahi le domaine qui appartient à la communauté Sawa. Dans le département du CAM, c'est la même situation. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu... Du côté de Bomono également, on a le même problème, d'ailleurs, il faut le préciser. Un député de l'Assemblée nationale qui a dû faire une sortie pour s'offusquer de ce que, justement, les terres de sa communauté étaient expropriées. Du côté... pas très loin de chez mon frère, mon copanéliste, Eli Pepin Bikaï, c'est la même situation qui prévaut là-bas. Et vous trouverez également comme expropriateurs, non seulement les individus anonymes, vous avez également les autorités administratives. C'est une situation qui est devenue générale. Et c'est comment au très haut niveau de l'État, jusqu'au bas de l'échelle. Mais il faut d'abord, avant de poursuivre mon propos, indiquer, selon, n'est-ce pas, le statut juridique de la terre, on ne peut pas d'expropriation. Lorsque vous détenez un titre de propriété, cette terre peut être expropriée pour utilité publique ou pour utilité privée. Maintenant, pour que les populations soient expropriées de leur terre, parce que possédant un titre de propriété, on organise généralement les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est pour qu'il y ait une consultation. Dans le cas qui nous intéresse ce matin, les populations déclarent haut et fort qu'elles n'ont pas du tout été, il faut le dire,
dans cette réunion foraine que vous allez nous raconter. Oui, j'y arrive. Elles ne sont même pas au courant. J'y arrive. Donc, maintenant, quand vous êtes dans exproprié, cela suppose donc que vous allez par la suite bénéficier des indemnisations. Parce que par rapport, calculer sur la valeur, sur la mise en valeur de votre, au côté de la mise en valeur de votre terrain, maintenant, si votre terrain n'est pas titré, vous n'avez pas de titre de propriété, on va parler de déguerpissement. Là, il faut donc déjà savoir faire la différence. Est-ce que, lorsqu'on parle d'expropriation, est-ce qu'il y a un titre foncier collectif dans cette communauté? Si c'est le cas, ça veut dire que, logiquement, on devrait organiser des audiences foraines, que ce soit pour l'utilité publique, que ce terrain est sollicité ou pas, ou privé. Logiquement, on devrait d'abord organiser les audiences foraines pour une large consultation avec les villageois, si vous voulez, et ensuite calculer, envisager les indemnisations, parce qu'il y aura un préjudice. En plus des indemnisations, il va falloir envisager des zones de recasement, parce qu'on ne veut pas exproprier quelqu'un, vous l'envoie dans la rue sans savoir où il va être recasé. C'est la même chose pour ce qui concerne les déguerpissements. C'est-à-dire que, puisque vous n'avez pas mis votre terrain en valeur, vous n'avez pas de titre de propriété, eh bien, maintenant, c'est lui qui vient s'en accaparer, qui va voir quel investissement vous avez fait. Est-ce que vous avez une cacaoyère, une palmeraie, je ne sais pas quoi, ou une cabane. On va essayer d'évaluer cela et puis on vous donne votre argent. Mais là encore, on doit pouvoir envisager une zone de recasement. Ce qui pose problème dans le cas qui nous intéresse, justement, c'est parce que les communautés n'ont pas été associées. C'est une décision qui a été prise dans les bureaux feutrés de Yaoundé, et par ce que vous appelez souvent l'élite. Eh bien, ils ont pris langue avec un opérateur économique qui s'appelle Neossi Emmanuel, qui est le promoteur de Neo Industries SA, qui est déjà à Kekem, dans l'optique de construire, n'est-ce pas, une usine de transformation de fèves de cacao. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, lorsque vous allez à Kekem, est-ce que la superficie qu'occupe Neo Industries SA couvre la superficie de 22 000 hectares, de 26 500 hectares ou de 66 000 et poussières d'hectares? 430 hectares. Est-ce que ça couvre cela? Ça veut dire que derrière, il y a des gens qui sont en train de porter, de le pousser en avant, et par derrière, ils vont faire d'autres choses. Je pense qu'il est important pour éviter toutes sortes d'amalgames. Comprendre que, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, on n'est pas contre un investissement qui peut créer des emplois. Les populations ne sont pas contre un investissement qui peut créer des emplois, si c'est vrai que ça peut créer des emplois. Ce qui est important, c'est que, véritablement, que les communautés soient associées. Et que ça ne fasse pas, que ce projet ne soit pas porté par une élite mafieuse. Parce que lorsque vous avez des noms, il y a 4 noms qui m'ont été communiqués. Vous avez le ministre, le ministre des Finances, qui est son nom y est associé. Il y a l'ex-premier ministre Yann Philomon qui est également associé justement à cette affaire. Vous avez Antoine Bikoro, qui est l'ancien DG, n'est-ce pas, du chantier naval industriel du Cameroun. Son nom y est associé. Maître Mbiam, entre autres. Le fameux Antoine Bikoro. Donc, Abessike qui également a signé d'ailleurs cette pétition, enfin, cette concession. Oui, ministre, il était à l'époque ministre. Nous savons comment elle a géré ce département ministériel. Il y a beaucoup de titres fonciers qui sont en train d'être annulés par son successeur dans ce poste. Donc, je pense que, comme je disais tantôt, lorsqu'il y a un investissement qui peut créer des emplois, c'est pas mauvais. Mais il est important que Je vais vous poser une question avant de vous couper. 66 430 hectares, on a besoin de 66 430 hectares pour créer une usine pour la production de fèves de cacao. C'est ce que je vous ai indiqué justement tout à l'heure. Est-ce que lorsque vous allez à Kekem, vous visitez l'usine Neo Industries SA, c'est pas bâti sur une superficie de 22 hectares. Encore moins de 26 hectares ou de 106 000 hectares, parce qu'en réalité, nous sommes dans une guerre de chiffres par rapport au cas de la vallée du Niger. Finalement, ça nous rappelle encore le même problème que nous avons eu à aider il y a encore quelques jours, où un Chinois arrive et a besoin de construire une usine de production de chaussures et il a besoin de 10 hectares. Non, ce qui se passe dans la vallée du Niger, c'est quoi? Il s'agit de l'œuvre d'une bourgeoisie comprador. C'est-à-dire que maintenant, pour blanchir de l'argent,
au lieu de créer véritablement des industries, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des terrains. Mais je voudrais quand même pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, préciser 2 choses. La première, c'est quoi? C'est que vous avez ce que vous avez appelé tout à l'heure les promoteurs, c'est-à-dire les expropriateurs pour raison économique. C'est-à-dire que créer un investissement, comme on annonce dans le cas de néo-industrie, vous avez les expropriateurs individuels, c'est-à-dire ces gens-là qui quittent leur village, il faut aller acheter les terrains ailleurs. Dans d'autres villages. Et pas pour créer des emplois ou la richesse, ou de la richesse, non. C'est pour créer des champs, pour régler leurs problèmes économiques. Et là, je pense que ça pose problème. C'est un cas que je connais chez moi. Il y a un haut commis de l'État qui a acheté pratiquement des villages, pas pour construire une industrie agroalimentaire ou pour un investissement autre, mais c'est juste pour investir, parce qu'à long terme, lui, il va créer, il va construire des châteaux ou un hôtel. Mais est-ce que ces genres d'investissement, ça crée des emplois? Je vais terminer avec vous, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Finalement, les personnes qui sont expropriées sont propriétaires d'ailleurs de leur terre, de leur village. Un matin, vous avez parlé de zones de recasement pour aller les recaser où? Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est de son village. Je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame. J'ai tout à l'heure, je parle de ne pas faire d'amalgame. Oui. Vous savez, la propriété foncière au Cameroun est encadrée par la loi. Je crois que c'est l'ordre de 1972 qui est désuète, parce qu'il faut une réforme foncière au Cameroun. Parce que lorsque l'État est propriétaire de toutes les terres, ça me pose des problèmes que c'est en train de poser actuellement. C'est-à-dire n'importe quel kidam peut débarquer. Nous avons déjà maille à partir avec des Chinois, des Libanais, des Français, des Américains, qui ont des titres de propriété chez nous, c'est-à-dire au Cameroun. Et ils produisent non pas pour nourrir nos populations, pour aller nourrir les leurs. Ça pose un peu. Donc je pense que la problématique que vous posez, c'est qu'il y a urgence à réformer la loi sur la propriété foncière au Cameroun. Donc je pense que c'est vrai que dans les villages, on peut demander aux gens d'avoir un titre de propriété. Parce que selon, n'est-ce pas, le principe selon lequel la terre appartient aux premiers occupants. Et dans les villages, vous avez des caveaux familiaux. Vous avez les tombes de nos ancêtres qui se retrouvent. Bon, vous voyez donc ces gens qui profanent carrément ces tombes-là parce qu'ils veulent faire leur business. Ça pose un problème à la fois anthropologique, culturel, même si pour manipuler l'opinion, on veut tout le temps mettre en avant les intérêts économiques. Merci Albert Anatola. Ici, il y a des invités qui sont en train d'arriver petit à petit. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Anatole et Pépin. Merci pour cette invitation. Bon, j'étais en retard. Non, on sait qu'il y a des embouteillages. Du côté de Dokoti, c'est pas facile du tout. Vous avez également, là, il y a également Edmond Kuate qui nous a écrit tout à l'heure pour nous dire que trop d'embouteillages, il va devoir garer au la moto. Il est déjà là. Il est déjà là, justement. Edmond Kuate, là, du garer quelque part, je pense, pour pouvoir être là ce matin. Messieurs, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Je vais me tourner vers Eric Pépin-Bikaï. Eric Pépin-Bikaï, beaucoup de personnes aujourd'hui déclarent haut et fort que l'élément qui est mis en avant, c'est qu'en prenant justement ces terres de la vallée d'une thème, il faut également le préciser, c'est pour créer des emplois. Non. Et c'est justement ça qui pourrait pousser le chef de l'État à concéder ces terres de la vallée d'une thème. Non, je ne veux pas revenir sur ce que Albert Anatola ici a brillamment démontré tout à l'heure. Il faut dire que cette concession ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Voyez-vous. Est-ce que concession, il y en a vraiment eu? Parce qu'il va falloir justement qu'on en parle sur ce plateau. Est-ce que concession, il y en a justement eu? Parce que jusqu'à preuve de contraire, les populations ne sont pas au courant. Non, puisque apparemment, Néo Industrie a obtenu une concession de 26 000 hectares dans la vallée d'Untem, déjà. Mais elle ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et Albert évoque un truc. En fait, je veux revenir sur un aspect technique d'abord avant de comprendre le pourquoi ce problème. Voyez-vous, ce qui fait problème, c'est la production de la fève de cacao. Et depuis pratiquement 15 ans, l'État, à travers la SODECAO, avait mis sur pied des stratégies de restructuration de cette entreprise pour booster la production des fèves de cacao, notamment à partir de la crise ivoirienne début des années 2000. Début des années 2000. Et on n'a pas été capable d'atteindre les objectifs 15 ans après. C'est-à-dire caracoler à peu près à une production de 600 000 tonnes de cacao, de fèves de cacao. Ça fait qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes le 4e producteur africain avec une production en deçà de 250 000 tonnes.
à peu près. Comparativement aux pays comme le Ghana qui caracole à 800 000 tonnes et le Nigeria à 600 000. La Côte d'Ivoire, c'est un champion international avec 1 650 000 tonnes de production. Même si le Burkina Faso est devenu le premier producteur de cacao. Bon, vous connaissez pourquoi ils sont dans la négoce de cette fève-là. Le Burkina Faso, c'est un pays sahélien. Mais aujourd'hui, on le classe parmi le premier producteur de cacao en Afrique. Il bénéficie des rentes de la sous-traitance rendue. En tout cas, c'est pas notre sujet, allez-y. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est tout comme le Rwanda aujourd'hui est le premier producteur du coltan. Oui. Allez chercher pourquoi. Donc, j'étais donc en train d'expliquer que, à partir de là, il y a des acteurs qui s'intéressent à cette filière-là. Et le Cameroun, à côté d'exporter ses fèves de cacao sur le marché international, parce qu'il s'avère que c'est l'une des meilleures fèves par rapport aux conditions climatiques, parce que nous, on a un climat assez contrasté, ça fait que lorsqu'on se met dans les cultures tropicales, on a toujours une productivité qui est différente de celle que d'autres pays comparables à nous mettent sur le marché international. Donc, il s'avère que notre fève est l'une des meilleures sur le marché international, mais son abondance est très limitée. Ça fait que il y a une entreprise qui est installée depuis des années au Cameroun, une entreprise française, c'est pas la Cacao, qui achète des fèves auprès des populations locales. Et son entreprise de transformation, la Chococam, qui transforme ses fèves et parvient à satisfaire ses canaux de commande à travers le monde et même sur le territoire national. Mais il y a également un bon nombre d'acteurs qui sont sur place, qui achètent des fèves de cacao et qui exportent. Et il y a un certain nombre de bassins de production au Cameroun qui sont connus. Il y a le bassin du sud-ouest, il y a le bassin du centre avec les locomotives telles que la Boudmakak ou Mbangasina qui sont connus. Ça fait que lorsque de nouveaux acteurs s'installent, ils ont besoin également de conquérir des marchés. Et là, dans la géographie économique, ils ont deux approches. Soit venir bousculer ceux qui étaient déjà installés en augmentant le prix d'achat du kilo de la fève auprès des villageois, soit créer ses propres plantations. Je pense que c'est ce qui a motivé, c'est la deuxième option qui a motivé peut-être les promoteurs de Néo-Industrie. Néo-Industrie, c'est quoi? C'est un investissement de 52 milliards, dont le ministère de l'économie et de la planification a accompagné cet investissement à hauteur d'1 milliard. C'est un investissement privé qui est installé à Kekem. Or, Kekem est un bassin naturel de production de café, pas du cacao. Et avec la détérioration des termes d'échange sur le marché international, les populations ont muté leur production pour se spécialiser dans la production du palmier à huile. J'ai un camarade qui a d'ailleurs fait une brillante thèse sur cet espace-là, où il démontre que le cacao a été mis de côté au profit du café. Le café a été mis de côté au profit du vivrier marchand et du palmier à huile. Une thèse qui a obtenu une mention très excellente. Donc, maintenant, il installe donc son entreprise à Kekem. Il veut faire dans la transformation du cacao. Kekem n'est pas un bassin de production du cacao. Accessoirement, quand moi j'ai vu ce projet, c'était un projet salutaire. Je me suis dit, ok, comme il n'est pas très loin de l'un des principaux bassins de production du cacao au Cameroun, qui est le sud-ouest, ça veut dire que, quel qu'en soit le cas, il va gratouiller dans cet espace-là. Or, le sud-ouest est déjà occupé par un opérateur connu de la place, que je ne citerai pas le nom, depuis des années, qui commerce avec ses producteurs, les accompagne, les produits et les produits phytosanitaires. Bref, il est difficile pour un opérateur qui vient d'arriver dans le secteur de pouvoir faire perdre cette confiance à cette population qui cohabite déjà avec cet opérateur. Donc, il faut à tout prix avoir des plantations. Sauf que si se tourne maintenant vers la vallée d'une Thème, faut le dire, la vallée d'une Thème, c'est une superficie à peu près de 7300 km² de superficie. Et la densité de la population à l'intérieur de cet espace-là, c'est de 4 habitants km². Donc c'est une zone vide, à peu près. Mais il n'y a pas de zone vide au Cameroun, parce qu'en réalité, les territoires sont censés appartenir aux communautés, qui en sont gestionnaires et qui existent avant la création de l'État. N'oublions pas de le préciser à nos téléspectateurs. L'État du Cameroun n'existe que depuis la signature du protocole comment on appelle ça, du traité germano-douala du 14 juillet 1884. C'est à partir de là que naît l'État du Cameroun. Mais avant cet accord-là, l'État du Cameroun existait sur le prisme soit des chefferies, soit des communautés, soit des royaumes. Le cas le plus patent, par exemple, c'est le royaume Bamoun, la dynastie Charé, qui existe au Cameroun depuis 1350. Ça veut dire qu'ils ont une longue période de dynastie et des personnes qui sont succédées
à la tête de ce sultanat. Donc, quand l'État arrive peut-être en 1884, il trouve déjà les communautés qui y sont installées. Le droit français qui est arrivé, alors le droit allemand dans un premier temps, ne reconnaît pas la propriété des autochtones, en fait, comme on dit, des populations qui étaient installées, et les confère un statut de gestionnaire. C'est ce qu'Albert essaie de démontrer maintenant que la loi de 72. Dont les populations sont gestionnaires des territoires qui leur appartiennent. Tout simplement, ça les appartient parce que si les populations veulent que les territoires les appartiennent, faut qu'ils fassent des demandes auprès de l'État qui les accorde des concessions. Et même à ce niveau, il y a également une grosse escroquerie parce qu'en réalité, des concessions ne peuvent pas être faites sous le prisme des individus. Mais des individus peuvent avoir des vastes exploitations, des vastes superficies de terre. Vous le connaissez, nous tous dans nos villages, on connaît les limites de telle famille par rapport à telle autre. C'est connu de tout le monde. Mais si c'est un jour, je veux faire titrer par exemple la propriété de mon grand-père, d'ailleurs je ne peux pas passer sur né après 1974, ce qui est une escroquerie, pourtant je suis peut-être le chef de ma famille. Je ne peux pas avoir un titre foncier au nom de ma famille parce que je suis né après la loi de juillet 1974. Donc, quand on fait donc cette concession-là, je signale qu'elle est signée. Mais elle s'est faite sans respecter les règles de l'art. Je voulais leur expliquer que si le promoteur de Néo Instruit avait voulu normalement, il devait installer l'usine de Kekem dans la vallée d'Untem. Ça aurait montré sa volonté de pouvoir apporter sa pierre au développement de cet espace-là. Voyez-vous également le sud, non seulement que c'est une zone assez déserte en termes de densité humaine, c'est également une zone hyper enclavée. C'est pas moi qui le dis, ça fait l'objet d'un ouvrage qui s'est vendu à plus de 35 000 exemplaires de Charles Ateba Aîné, Les paradoxes du pays organisateur. C'est pas moi qui le dis. Donc, quel qu'en soit les cas, les populations n'ont pas été associées, que ce soit en amont ou en aval de ce projet-ci, et se trouve aujourd'hui face à ce dilemme. Il s'agit nullement du tribalisme ou du sectarisme ou quoi que ce soit. Il s'agit avant tout d'une incompétence manifeste de la part de ceux-là qui ont géré ou alors qui ont voulu faire passer par force ce projet, qui est louable. On parle de près de 8 000 emplois qui peuvent être créés. C'est ce qui est mis en avant, mais personne ne peut dire que c'est le mais cas. Par contre, c'est mis en avant, mais ce n'est pas sûrement le cas. Il est reconnu dans les études de géographie économique que le Sud n'est pas une zone de production de cacao. Mais le Sud a les caractéristiques pédologiques et climatiques d'être une zone de production de cacao. Parce qu'en réalité, le cacao pousse prioritairement dans une zone forestière où on a besoin d'eau et d'une grande quantité d'humidité. C'est qu'on retrouve prioritairement dans la région du Sud. Donc, si les autorités, dans le cadre de ce projet, avaient voulu orienter la productivité de cacao dans cette zone-là, on aurait mis tout en œuvre pour qu'on installe les populations dans cette activité, afin que celles-ci, à la fin de leur production, puissent être capables de vendre les produits à peut-être Néo Instruit. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a également une autre entreprise du même calibre qui est installée à Kribi, qu'on appelle ACC, et qui aussi a besoin de fèves de cacao. Parce qu'il faut le dire, les prévisions de Néo Instruit, par exemple, en termes de fèves de cacao, c'était 40 000 tonnes. Les prévisions de ACC, en termes de fèves de cacao, c'était 60 000 tonnes pour faire tourner leurs usines. Mais dans ce type de projet-ci, on ne met pas l'usine en avant. On met d'abord en avant les exploitations agricoles. Donc, c'est au bout de la 3e année, en termes de productivité, qu'on pense à la construction de l'usine. On ne construit pas l'usine à Kekem et on ne va chercher des terres dans la vallée d'Untem. Il y a une grosse escroquerie et c'est normal que les populations prennent cette position. Je vais me tourner vers Edmond Kate qui est également dans ce studio ce matin. Edmond Kate, bonjour. Bonjour Steve. Malgré les embouteillages, vous y êtes arrivé? Oui, c'était pas facile. J'ai dû passer 30 minutes sur place Andokoti et pour finir, j'étais obligé de garer et trouver un autre moyen sur la moto. Voilà, c'est justement sur le carrefour de Côte. On demande de changer depuis très longtemps. On nous a monté des maquettes. Mais bon, bienvenue à vous. Hein. Merci. Malgré les difficultés, merci d'être là ce matin. Patient, parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire, selon les informations qui nous parviennent. Paul Biana n'a jamais concédé de terre en Néo Industrie dans la vallée d'Untem. Et d'ailleurs, le décret d'indemnisation et d'incorporation des dites terres dans le domaine privé de l'État de Yaon Philomon, ex-premier ministre, n'a aucune valeur juridique. Et surtout, parce qu'il a été signé sur la base d'un acte caduc de Koum Abessike, alors ministre des Domaines. D'abord, je tiens à féliciter mes deux prédécesseurs sur ce plateau. Le Koukouma, n'est-ce pas, l'homme, le grand chef du centre, et Pépin, ils ont bravo. On voit qu'ils ont fait un travail de recherche pour mieux
expliquer ce qui se passe. Donc je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. J'ai essayé de passer ma nuit à comprendre c'est quoi les concessions, c'est quoi ce décret, c'est quoi cet arrêté, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que Pépin, il a abondé dans ce sens-là. Moi, je vais m'attaquer plutôt à notre problème. D'abord, je tiens à vous donner une information que je pense que vous avez déjà, qui est une très bonne information. Le sultan Mbombo Njaya, le sultan de Bamoun dans le Noun, a concédé librement 700 hectares de terrain pour le déplacer interne de la crise anglophone. 700 hectares de terrain. C'est-à-dire que le sultanat, oui. Le sultan de Bamoun, voyant la détresse des populations du nord-ouest qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus de revenus fixes sur le plan agricole, a dit, bon voilà, je vous donne 700 hectares, vous pouvez vous y installer. Mais quand je le dis, vous voyez donc que l'autorité traditionnelle peut disposer des terres à son bon vouloir. Justement. Là où nous sommes dans des aires qui sont, soi-disant, bien organisées. Et on donne l'impression que dans des aires où on n'a pas cette organisation pyramidale avec un chef puissant au sommet, ce sont des no-man's-land. C'est faux. Ce qui se passe avec cette affaire-là, c'est l'échec de pouvoir. Le pouvoir qui a échoué. C'est le pouvoir qui a échoué. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans le ministère des Domaines, avec tous les ministres que vous avez cités là. C'est un faux, vous n'avez jamais vu. On octroie des terres de gré à des amis, souvent à un franc symbolique. Regardez seulement la parcelle, le territoire qui part du pont de la Dibamba, quand on vient de Douala jusqu'à Edea. C'est un scandale. C'est de jamais vu. Les populations qui sont dans ces régions-là, leurs petits-enfants n'auront plus de terrain. Parce que les ministres installés à Yaoundé, on ne sait bien pourquoi, ont bradé avec des gré à gré, vous ne pouvez pas... C'est incompréhensible. La question de fond qu'on peut vraiment se poser, c'est de dire, mais ce n'est pas possible. Maintenant, allons dans le fond du problème. Un investisseur camerounais, parce qu'il y a aussi des investisseurs chinois qui ont pris des terrains le long... Pakistanais, Libanais, voilà, tout ce qui que prennent vous des voulez. terrains le long de la Français. Sanaga, et on a l'impression que personne ne s'en offusque. C'est pour ça que je continue d'indexer ce régime. Je continue d'indexer le président Paul Biya et son équipe. C'est eux qui sont responsables de ces désordres. Vous avez vu une vidéo qui a circulé dernièrement, où un chef de village, une dame, fait front au sous-préfet, qui vient de dire, mais Dibert, la route pour les grumiers, la lame dit non. On a eu un contrat, que les gars là font les coupes de bois, mais en compensation, ils reversent une petite partie dans une caisse commune du village. Ce contrat n'étant pas respecté, il est hors de question que ce grumier continue de traverser ici. Alors, c'était un échange un peu épique entre les deux, oui. Mais ça dénote du caractère, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais voyou de l'État vis-à-vis des communautés. Justement. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Personne ne peut l'accepter. Personne ne peut l'accepter. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que le développement d'un pays, c'est quelque chose qui se fait de concert avec les populations. Il faut intégrer, quand on parlait de décentralisation, c'est ça le problématique de la décentralisation. Il faut impliquer les populations dans les prises de décisions qui vont fatalement impacter sur leur vie au quotidien. Il faut rapprocher de l'administration des administrés, comme on le dit. Mais surtout, il faut que tous les projets de développement économique, social, tout ce qu'on veut, comprennent la vie des populations locales. Mais quand vous êtes à Yaoundé, vous ne demandez personne. Moi, j'arrive, je dis que je veux des terres dans la Damawa pour faire, je ne sais pas, la culture du blé. Ou l'élevage. Vous venez, vous dites que oui, monsieur Ndom, c'est super, bien, votre projet est bien, vous avez les financements, je dis les voilà. Je mouille un peu la barbe de tous les collaborateurs du ministre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on parle comment vrai. On me concède le truc. Et du jour au lendemain, des gens qui sont nouveaux là-dedans apprennent seulement que leur terre ne leur appartient plus. Leurs villages ne sont plus leurs villages, etc. Un jour, j'étais j'animais les écrans noirs. Ça fait des années. Et j'étais avec un réalisateur cambodgien. Nous partons de Douala pour Yaoundé. Mais elle voit le vide. Elle me dit, mais tout ça, c'est comment? Je lui ai dit, non. Ce qui te paraît vide, là, ce sont des villages de gens. Si tu mets le pied là, on va t'expliquer que ça appartient à quelqu'un. Mais l'État s'en fout. Bon, maintenant. L'explication qu'on nous donne, c'est qu'il y a des parcelles de terre
qui sont du domaine de l'État, qui sont de la propriété de l'État. Même ici, dans la périphérie de Douala, il y en a, après Lundi là-bas. Mais, ce qu'on conteste violemment, ce que moi, je conteste violemment, c'est que comme dans le cadre du barrage de Wem, dont tout le monde parle, où à peu près 127 villages de la Sanaga maritime et de Nyongokeli, et même de l'arrondissement de Pouma, vont être complètement rasés pour un projet aux ambitions nobles. Sortir le Cameroun de son insuffisance en termes de production d'énergie électrique. Donc, donner une souveraineté énergétique au Cameroun. C'est une idée noble. Mais alors, 127 villages rasés, c'est un problème. Que fait l'État pour associer les communautés villageoises à ces discussions? Ce qui se passe, c'est que les gars d'Hydromine, excusez-moi le terme, ils viennent, ils rencontrent 2 ou 3 sur du village. Vous connaissez nos villages qui sont désertés, et vous savez souvent qui est chef là-bas. Ils donnent quelques sacs de riz, ils réunissent la petite communauté villageoise qui est là, ils signent des bouts de papier, ils disent que bon voilà, on s'est arrangé avec telle communauté. C'est faux. C'est faux. Si ailleurs, comme j'ai pris le cas de nous, les terres, le sultan peut décider de disposer de ces terres comme il veut, dans d'autres aires géographiques, ce n'est pas comme ça. Comme ça, c'est interdit. Mais terres qui sont chez moi à Bourbia, ce n'est pas mon chef de village qui doit décider de ces terres, non. Il n'a même pas le droit de mettre des pieds là sans mon accord. Attention. Donc, il y a donc une véritable réflexion sur le plan à la fois anthropologique, sociologique, etc., culturel, pour qu'on comprenne même, comment on dit ça, l'organisation sociale des différentes aires géographiques de notre pays. Au-delà de cela, il faut que l'État fasse d'efforts d'avoir un véritable plan de développement et d'organisation sociale sur l'ensemble du territoire. Comment l'État entend booster le développement secteur par secteur sur tout notre territoire? Quelles sont les activités qu'on peut par exemple faire à l'extrême nord, dans la Damawa, au nord, au sud-ouest, au nord-ouest, de manière prioritaire? Et en fonction de ça, la nation, c'est pour ça que nous, quand on a posé la question du dialogue national inclusif, les gens ont dit, oh non, on va régler la question de la crise anglophone et c'est terminé. Non, c'était sur cette question-là aussi. Il y a plein de questions comme ça, sur lesquelles nous avons pensé que les représentants, comment dire ça, l'État profond, avec, le peuple profond, avec les représentants du peuple profond, l'État devait s'asseoir pour commencer à réfléchir. Comment on va faire pour amorcer, après régler les questions de paix sociale, mais amorcer le véritable développement de notre pays. Et cela passait par la quête, ou bien, comment dire ça, il fallait qu'on conquiert d'abord notre souveraineté, de la question de la monnaie qui se posait aussi. Mais si ce n'est pas comme ça, les copains et les coquins qui sont arrivés, dont certains ont fait fortune sur le dos de l'État, ils vont s'organiser pour mettre tout le pays en coupe réglée. Et chacun aura sa petite parcelle de territoire. Et d'un autre côté, il y aura des sanctuaires qui ne pourront rien faire. Je dis c'est une très bonne opportunité avec cette question. Que l'État enfin se réveille et organise les états généraux du développement, mais surtout de l'implication des communautés villageoises, si je peux les appeler comme ça brutalement, dans le processus des initiatives de développement dans leur localité propre. C'était une petite parcelle comme ça du grand dialogue national inclusif dont nous avons demandé. Si vous ne faites pas ça, ça va être le plus fort. Même le chef là, il va parler au nom de notre comité, j'ai décidé de faire ci, de faire ça. Non, ce n'est pas bon. Deuxièmement, là, je rentre dans une proposition. Si l'État avait donc consulté les populations, ils avaient dit aux populations, ok, votre zone est vierge, nous avons besoin de développement. Je vous propose une espèce de joint venture. C'est-à-dire, nous venons avec des investisseurs qui vont investir chez vous pour faire des grandes surfaces agricoles. Mais en compensation, au niveau de la production, par exemple, nous allons vous concéder en termes d'intérêt, ce qui va se dégager, là, peut-être 35%. Et vous permettre, vous organiser de telle manière que vous puissiez aussi donner des possibilités de développement pour vos propres communautés en créant des écoles, en créant des dispensaires qui seront gérés par vous, mais sous le contrôle de l'État, évidemment, mais en distribuant aussi
le fruit de cette manne pour que vos enfants puissent aller à l'école, puissent aussi aller en Europe pour les plus à l'étranger pour acquérir la connaissance pour les plus comment dire ça, les plus costauds. Je pense que le travailler même dans la chaîne de production. Et travailler, mais évidemment, l'histoire de Dangote, vous savez que les communautés Sawa, oui. je le dis ouvertement. Oui, ça s'est calmé. Les communautés Sawa, ils ont eu, n'est-ce pas, oui, beaucoup de travail là-bas. Ils ont eu en dehors des. Ça apaise. Oui, mais ça apaise. Mais comment, s'il n'y a pas ce dialogue dès le départ, comment vous voulez pas que les gens soient frileux? Parce que si ça ne se passe pas comme ça, ça va dans tous les sens. Les questions de tribalisme ont surgi. Et je dis à ceux qui disent que les gens du thème sont n'importe quoi. Moi, j'ai lu les livres. Hein. J'ai lu les Mongo Petit. J'ai lu Ferdinand Oyono. Ne venez pas me dire qu'on ne cultivait pas le cacao dans le sud avant. C'est faux. C'est faux. En 1934, il y avait des grandes plantations, exploitations de cacao dans le sud, à Djoum, etc. Djoum était justement l'une des plus grandes villes. En matière de cacao. Son grand-père était producteur de cacao. Il est parti de Douala. Quelqu'un de Douala, il était producteur de cacao dans le sud, dans la région de Djoum. Il a laissé sa famille, je crois, à Boulevard. Ça, c'est connu. Il roulait, je ne sais pas, en Dodge, bien en Plymouth, à l'époque. Donc, attention. Donc, quand on me dit... Je ne sais pas pourquoi... Les gens ne veulent pas comprendre qu'en réalité, le Cameroun est complètement à terre parce que l'État du Cameroun n'organise pas le pays de telle manière qu'on essaie de décrisper les initiatives de conflit. Et une seule seconde. Oui, allez-y. Si Pépin, parce qu'il est milliardaire, par exemple, je donne un exemple, décide d'aller faire les cultures de gingembre parce que peut-être il a une information que l'Asie a besoin de gingembre et qu'il aille au ministère, là, il signe des accords et qu'on lui dise qu'on va lui donner tout le plateau d'Indé là, au niveau d'Indé là. Il n'y aura pas des explosions, des gens qui vont dire que les bassins sont venus arracher les terrains de Bambleke. Donc même ça là, c'est toute la faute de l'État. Dans le temps, les gens disent qu'aujourd'hui il y a un Bambleke qui venait prendre les terres de tout le monde. Il faut comprendre. C'est compréhensible parce qu'à la base, tout est flou. On n'a pas, éduqué les gens, on n'a pas, informé les gens, on n'a pas, troisièmement, donné à voir à ces gens que ce projet-là vous sera aussi profitable à la communauté. C'est vague de dire qu'on va faire 800 000 emplois. Ça ne veut absolument rien dire. La Socapa m'a dit les trucs de Dizangue, ils ont combien d'emplois? Les gars de Dizangue travaillent là-dedans. Les gars du Sud, là, qu'est-ce qu'ils réclament? Avec la Sonara. Ils réclamaient justement que le pétrole est produit chez nous, mais ce sont les francophones qui viennent le gérer. C'est connu. C'est connu. Donc, quand on dit ces choses, ce n'est pas parce que on est contre qui que ce soit, mais je continue de pointer l'État du doigt. C'est lui qui est responsable de ce bordel qui est en train de s'installer dans notre pays. Et la chenille comment dire ça, qui va s'y dégager, risque de créer de véritables problèmes, n'est-ce pas, de ce qu'eux-mêmes ils ont vanté depuis des années, ce qu'ils appellent le vivre ensemble. Et ils seront responsables de cette situation-là. D'où la nécessité de remettre la balle à terre. De reconvoquer, je continue de dire, un véritable dialogue national inclusif où ces différentes difficultés-là, n'est-ce pas, que notre pays est confronté aujourd'hui, seront abordées avec le calme nécessaire, avec la sérénité nécessaire, parce que justement, les Camerounais, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, auront compris que ce dont il s'agit, c'est justement de mettre en place des piliers d'un véritable développement qui va profiter à tout le monde. Mais si ça profite à quelques appuis qui ont l'argent, des copains et des coquins, je ne dis pas que tel X ou Y a eu son argent de manière illégale, mais on connaît quand même très bien la plupart des fortunes camerounaises, comment elles se sont constituées. Pourquoi tu n'es pas milliardaire? C'est pas parce que tu es bête. On sait très bien que l'État a été pour beaucoup dans la possibilité que certains s'enrichissent au détriment des autres. Donc, les forêts que vous voyez là doivent être exploitées aussi pour le bonheur de ceux dont ce sont les terres. Les parents, pour la plupart, ont fait des guerres, hein, et des guerres violentes. Les aïeux ont fait des guerres violentes pour avoir ces espaces, justement, avant que le temps n'existe. Les naissent même d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne peut donc pas venir aujourd'hui dire aux gens, parce que nous sommes à Yaoundé, nous avons une vision que personne n'a jamais eue. Demain, on viendra me dire qu'on a trouvé du pétrole derrière la cuisine de ma grand-mère au village et qu'il faut que je dégabisse de là. Et que bon, maintenant, c'est monsieur, je ne sais pas, Ousmane qui va partir de Koussiri qui doit venir l'exploiter. Est-ce que qui va l'accepter?
vous allez créer d'autres ambassonies, je suis désolé. Merci, on comprend votre courroux. Patient Parfum d'Homme. Je vais me tourner vers Edmond Kuaté. Vous avez suivi justement les uns et les autres, Edmond, malgré votre retard quand même. Je sais que vous avez suivi l'émission. Jusqu'à preuve de contraire, pour les uns et les autres, Emmanuel Niossi serait soutenu justement par les pontes du régime, manœuvriers en tout cas dans l'ombre, dans cette concession du côté de la vallée d'Untem. Steve, souvenez-vous quand vous m'avez envoyé cette thématique, je vous ai dit que c'était un problème à la fois complexe et sensible. Oh oui. Sensible parce qu'il y a un certain nombre de problèmes d'ordre sociologique qui y sont dégagés, notamment des problèmes de tribalisme et autres. Et à chaque fois que j'aborde ce problème, ça me pose un réel souci. Déjà, j'ai suivi, comme vous l'avez dit, mes copanélistes. Je voudrais corriger un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment Pépin. L'installation d'une usine repose sur un certain nombre d'études. Le Néo-Industrie n'était pas obligé d'aller installer son usine à Kekem. Dans la vallée d'Untem. Si c'est le critère fondamental, il faut aller installer l'usine forcément là où il y a l'extraction de la matière première ou la matière de base, ça ne se justifie pas en économie. Je dois vous dire que les premiers producteurs de cacao au monde, notamment en Suisse, il n'y a pas 1 mètre carré, il n'y a pas une seule plante, n'est-ce pas, je veux dire, de cacao en Suisse. Donc, ça fait pas partie, c'est pas le critère principal. Si c'était ça, c'est que les grands producteurs de cacao, je veux dire, de chocolat, ne seraient pas en Suisse, ne seraient pas où on connaît dans le monde entier. Non, on peut bien installer son usine à Kekem et aller chercher des produits ailleurs. Autre chose, c'est que aujourd'hui, effectivement, Sud-Ouest, qui était l'un des plus gros bassins de production de cacao, je dois dire que c'était même le plus grand, contrairement à ce que les gens ont souvent pensé, aujourd'hui a un problème. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu la préemption, n'est-ce pas, de cette production-là. Non, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on connaît qu'il y a un trouble, il y a beaucoup de dysfonctionnements liés notamment à l'instabilité, et donc ça fausse les données de production dans cette zone-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais corriger. Maintenant, pour revenir, je vais dire, à la thématique principale, notamment l'expropriation des terres. Je dois avouer que c'est un problème sérieux, pas seulement dans la vallée d'Untem. La vallée d'Untem peut être... C'est dans toutes les régions du pays ces derniers jours. Hein. Oui. Les Banel, les Bassa, les Douala, ils sont nombreux d'ailleurs qui se plaignent ces derniers jours-ci. C'est un problème sérieux. Vous savez, même si on prend la chose sur le plan uniquement du développement, ça pose encore également un problème. Un développement, il doit être durable. Un développement, il doit être participatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir me développer, faire du développement chez moi sans que je n'ai mon mot à dire. Oui. Parce que si on parle de développement, c'est d'abord pour mon épanouissement à moi, c'est pour mon bonheur. Si vous venez créer un développement chez moi et pour me rendre miséreux et misérable, c'est un problème. Si vous venez créer un développement pour que ça ne profite qu'à moi et que demain, après-demain, que mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils ne se sentent pas concernés par ce développement, ce n'est pas un pose encore un autre problème. Ça pose un autre problème. Oui. Et donc, j'ai dit, je peux comprendre que peut-être dans le cas de Néo-Industrie et comme dans plusieurs autres cas, ce n'est pas participatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une concertation à la base avec les communautés villageoises pour qu'ils aient leur mot à dire, pour qu'ils comprennent même l'orientation même du développement. Tenez, lorsque vous prenez par exemple la ville de Douala, est-ce que vous savez qu'il y a des individus qui à eux seuls ont 350, 500 titres fonciers à eux seuls dans la ville de Douala? Ils sont nombreux. Des individus. Alors moi ça me pose un problème, un sérieux problème. Parce que si l'acquisition des espaces de terre devrait reposer sur le seul critère, n'est-ce pas, je vais dire, de poids économique, comprenez que
un opérateur économique, par exemple, aux États-Unis, à lui seul pouvait acheter le Cameroun et même toute l'Afrique. J'aime souvent à dire aux gens, sachez que quand vous parlez d'un budget de 5 000 milliards et que ça semble très costaud dans la tête de certaines personnes, ça ne représente pas les frais de publicité d'une maison comme Coca-Cola. Ça ne représente pas les frais de publicité annuels d'une maison comme Coca-Cola. Et donc, c'est l'argent de quelqu'un. Et donc, si on n'avait pas mis en place un certain nombre de mécanismes de régulation pour empêcher que les plus forts ne viennent, n'est-ce pas, ne deviennent des prédateurs pour avaler les plus faibles, c'est qu'il y a des gens qui ont signé, à qui on a signé des titres fonciers sur tout un continent, par exemple, parce qu'ils ont le pouvoir de l'acheter. Et donc, il faudrait que même nous-mêmes à notre niveau, qu'on essaye de mettre des mécanismes de régulation pour faire en sorte que ceux qui ont un pouvoir financier fort, n'est-ce pas, n'avalent pas ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il faut toujours savoir que aucune situation n'est éternelle. Je peux être pauvre aujourd'hui et j'ai un espace que je n'arrive pas à mettre en valeur, mais demain, mon fils ou mon petit-fils peut avoir un pouvoir financier. Et si moi, j'avais déjà été exproprié, ça veut dire que lui, son pouvoir financier ne lui servira à rien parce qu'il devrait encore se lancer à la quête d'un espace alors qu'il avait déjà un espace. Justement, par rapport à cela, moi, je pense qu'il y a des solutions. On peut, par exemple, au lieu de faire beaucoup de brouhaha que je vois nos députés faire ça et là, on peut proposer des lois qui obligent que personne, que vous soyez individu, que vous soyez communauté, vous ne pouvez pas céder au-delà d'une certaine quantité de terre. Je pense qu'il y a une loi comme ça quand même qui déclare qu'il ne faut pas avoir plus de 60 hectares, non? Non, c'est-à-dire que... Un hectare on ne devrait pas céder. C'est-à-dire que quel que soit, si vous êtes héritier, vous n'avez pas la possibilité de céder, par exemple, plus de 40% de la valeur que vous avez. Ça doit être une loi. Ça veut dire que si vous avez hérité, parce que c'est ça le problème. Vous avez des gens aujourd'hui, à Douala par exemple, qui sont natifs de Douala, mais si aujourd'hui, même s'ils ont de l'argent, ils ne peuvent plus construire parce qu'un oncle a vendu, il est allé en France. Et puis, quand le gars revient quelques années après, il reconnaît, il n'arrive même plus à passer là où son père, il est natif. Tout simplement parce que quelqu'un a cédé. Alors, s'il y a une loi qui dit que si vous avez hérité de 1000 mètres carrés, vous ne pouvez pas céder, par exemple, plus de 40%. 400 mètres carrés. Plus de 400 mètres carrés. Donc, les 600 mètres carrés, là, il faut laisser ça à la nouvelle génération. Ça doit être pareil pour les communautés. Vous ne pouvez pas céder plus d'un certain, n'est-ce pas, plus d'une certaine chose. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des villages entiers qui sont vendus. Il y a des villages entiers qui sont vendus. Et ça, c'est un problème. Un gros problème. C'est un très gros problème. Je dis... le problème de la valeur d'une thème, c'est un problème qui est illustratif d'un certain nombre de problèmes qu'il y a chez nous. Et donc, il faudrait trouver une solution à cela. Et c'est pour ça que je m'accorde avec Patient Parfait pour dire que l'État, qui, dans sa mission régalienne, devrait être le régulateur d'un certain nombre de questions. Parce que il ne faudrait pas qu'on croie que la vie se limite à nous. C'est très facile de voir qu'aujourd'hui, dans la vallée d'une thème, c'est une région déserte. Mais non. Ce n'est pas une région déserte, c'est tout simplement que les personnes, n'est-ce pas, les natifs de là, n'ont pas peut-être encore eu la possibilité de concevoir, de viabiliser, de concevoir des projets qui puissent leur permettre de mettre en valeur ces espaces-là. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir aujourd'hui, rien n'est dit. Que demain, ils ne pourront pas le faire. Rien n'est dit que dans 5 ans ou dans 10 ans, un fils de la vallée d'une thème ne pourra pas avoir des moyens aussi costauds, puis pourquoi pas supérieurs à ceux, n'est-ce pas, de leur industrie, et qu'il voudrait bien installer, n'est-ce pas, une usine, pas forcément de cacao, mais une autre usine de je ne sais pas trop quoi là-bas. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'on pense à réguler ces choses-là. Au lieu de laisser libre cours à certaines émotions, j'ai suivi des propos quand même un peu, dérangeants de ce côté. On ne devrait pas dire que Neo Industries ne doit pas s'installer parce qu'il est ressortissant de tel. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne devrait pas s'installer. Pourquoi ? Parce que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il y a une manière de s'installer en impliquant les populations, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs. Oui. Si
vous trouvez un consensus avec les communautés villageoises, avec les natifs, si vous trouvez un consensus et qu'ils trouvent leur part de bénéfice, qu'ils trouvent leur intérêt dans ce que vous voulez développer comme activité, eh bien, vous pouvez vous installer, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, pourvu, je le dis bien, que ce soit concerté et que ce soit impliqué, de manière en sorte que tout le monde s'y retrouve. Mais si on met en avant le fait qu'il... Non, c'est parce qu'il est ressortissant d'eux. J'ai même suivi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas donner la véracité, je ne peux pas attester de la véracité de ses propos. J'ai suivi qu'un chef a dit, nous on préfère les Chinois parce qu'ils ne sont pas... Non. Ah, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, je préfère... On préfère même encore que ça soit quelqu'un d'autre, voilà. Que ce soit les Chinois. Donc, je préfère encore, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas mettre en avant un certain nombre de choses. Franchement, dire que quelqu'un ne peut pas s'installer parce qu'il est ressortissant de... Ça me pose problème. Ne vous inquiétez pas, on vous que comprend. Quelqu'un ne doit pas s'installer parce que ça ne cadre pas avec un certain nombre d'objectifs ou alors avec un certain nombre de mécanismes qui impliquent la population, qui met en avant l'intérêt de la communauté villageoise. Ça, je suis d'accord et je pense et j'insiste pour dire que l'État devrait réguler, n'est-ce pas, les expropriations de manière en sorte qu'en tout temps et en tout lieu, que l'intérêt de la communauté soit prime toujours. Oui. Messieurs, vous allez me permettre de lire quelques messages, commençons par nos amis de Facebook. Gilles Lazare Comte dit que c'est grave, on dirait que certaines de nos autorités veulent provoquer l'apocalypse dans notre nation. Costa Rui nous dit bonjour à la grande famille d'IBS. Comprenez que ça sonne mal dans les oreilles des autorités traditionnelles d'apprendre que 26 000 hectares de terre sont octroyés à un étranger, sans toutefois oublier que, bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Thierry Ndongwe dit bien parler champion, parle bien sûr à vous. Mac Venus Ndoumben dit le pire, c'est que ceux qui ont ces titres fonciers, M. Kouyaté, ne sont même pas natifs de ces régions ou même de ces villes. C'est justement ce qu'on disait, qu'il ne faut pas dire. Pour ceux qui nous ont écrit du côté de WhatsApp, le Cameroun est constitué de 10 régions et chaque région appartient aux autochtones de ces régions, évitant le trafic d'influence et l'usurpation de titres pour mettre ces populations mal à l'aise. C'est Machiavel qui nous a écrit. Ici encore, bonjour chers amis de la chaîne télévision d'IBS Matin, cette affaire est vraiment compliqué. La personne ne nous a pas laissé son numéro, enfin son nom. Salam, bonjour Steve. Monsieur Ndjok doit savoir que moi, à mon avis, juste un règlement de compte par des autres Français. Pour le territoire nigérien, vu les images, les Nigériens ont été calcinés, les Français juste tués. On doit, il faut le dire, demander pourquoi cela s'est fait. La personne nous écrit du 227. Je pense que ça doit être du côté du Bénin. Ou alors d'ailleurs. Là encore, là, on m'envoie une photo. Non, on n'en a pas besoin. Bonjour, le panel Ado Cloche Lassonne, Alpha Condé rentre fier et le maître Macron a du mal à présenter sa leçon. Là encore, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Bonjour monsieur, je vous suis depuis le Togo. Je vous suis en rediffusion chaque soir. Quand parlerez-vous du Togo? On va en parler, ne vous inquiétez pas, j'y pense. Je vous reprends tout de suite le Togo et le clan Nyasingbe. Courage au charismatique Christian Fanga. Christelle Fanga, c'est son nom. Bonjour, la personne n'a pas laissé de nom. Bonjour également ici, la personne n'a pas pu laisser de nom au 223. Je ne sais pas les villes dans lesquelles vous nous appelez, ou les pays. Le 228, je pense que c'est le Togo. Bonjour DBS, mes remerciements pour vos émissions depuis Lomé au Togo. Là encore, quelqu'un nous dit bonjour, mais sans laisser de nom. Michael Junior nous dit bonne émission et bonjour à vous. Monsieur Kouyaté est un très bon analyste. Félicitations encore, champion. Merci pour lui. Il est d'ailleurs là ce matin. Permettez-moi, messieurs, de lire ce dernier message. Les sites d'or de l'Est, Cameroun devenu propriété des gars à Betty et revendu aux Chinois, entretiennent entièrement avec la complicité des autorités au mépris des ayants droit, parfois battus et fortement abandonnés dans la misère. Il ne nous a pas laissé justement son nom. Albert Anatola, ici justement, il y a ce gros problème qui se pose aujourd'hui dans ces régions où parfois les personnes s'installent, des entreprises s'installent, mais on ne construit pas d'école, on ne construit pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route. Et on a d'ailleurs vu les images la semaine dernière, lorsque nous nous chargions en tout cas de parler des autorités administratives et les autorités traditionnelles. La dame qui est chef du village a fait comprendre une chose, on coupe le bois, il n'y a pas la route. Oui, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je vous ai donné le casting
n'est-ce pas, de la gestion d'un projet. Oui. Dans la gestion d'un projet, lorsque vous avez trouvé la terre, je reprends ce que j'ai dit. Lorsque vous avez trouvé la terre, vous organisez les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est pour que les populations posent les problèmes, n'est-ce pas, c'est-à-dire les besoins. L'école, d'abord les hôpitaux, les routes, les marchés, les problèmes d'emploi, oui. En tout cas les équipements de base. Et en plus, après ces constatations, vous allez au niveau de l'étude ou de l'audit d'impact environnemental. C'est comme ça que se gère un projet. Maintenant, donc, tout à l'heure, le grand frère justement disait que c'est la faillite de l'État. Justement, c'est la faillite de l'État parce que il y a un cahier de charge. Quand vous venez installer un investissement lourd dans une région, donné que ce soit chez moi ou que ce soit chez vous, chez M. Kouyaté, vous avez un cahier de charge qui doit être respecté. Ce cahier de charge implique la prise en compte des intérêts des communautés riveraines. Tout à l'heure, quelqu'un a convoqué le cas de Dangote. Les chefs Sawa, de la communauté Sawa ont posé les préalables pour que cette affaire-là soit installée là. Le premier préalable, c'était le recrutement de manière prioritaire de leurs enfants. Mais justement, messieurs, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition, soyons rapides d'ailleurs. Maintenant, pour revenir au cas qui nous concerne, oui. Je vais répondre à votre question. Je dois d'abord quand même, moi ça me pose un problème. Si c'est Néo-Industrie va à quelqu'un, je veux dire dans la vallée du Thème, pour la même activité, pour l'activité de transformation de la fève de cacao, ça me pose un problème au niveau de son réalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Atlantique-Quoi qui est installé à Kribi, qui va faire dans la même activité, À moins que Atlantique-Quoi soit un éléphant blanc, comme beaucoup le pensent. Donc, ça pose donc un problème. Est-ce que Néo-Industrie qui s'installe à Kekem sera un champ de production de cacao? Si c'est le cas, tant mieux. Même là, ça pose un problème parce que étant donné qu'il y a déjà une autre entité dans la même filière, dans le même secteur d'activité, ça pose un problème quand même. Maintenant, je pense qu'il est la responsabilité de l'État, oui. L'État gouvernant, oui. De veiller à ce qu'il y ait un cahier de charge. Qu'on impose à un investisseur un cahier de charge et qu'on veut à ce que ce cahier de charge soit respecté. Voyez-vous, je prends le cas des Douala. Vous avez une autorité administrative, je le cite, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, qui utilise les attributs de l'État, c'est-à-dire sa tenue, son arme de service, la voiture de fonction, pour aller imposer aux gens l'abandon du droit coutumier du côté de Youpo. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Donc il faut engager une réforme de la loi sur la propriété foncière au Cameroun, parce qu'elle est désuète, celle qui existe est désuète. Et je pense qu'il va même falloir adopter une loi comme à l'artisan, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre terrain et de votre sous-sol. Si quelqu'un veut venir chez vous, vous négociez. C'est tout. C'est comme ça que ça doit marcher. Merci beaucoup à Albert Anatola ici. Patient parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même ce gros problème. On parle toujours de l'expropriation des terres. Ce sont des Camerounais qui sont même parfois à l'origine de cette expropriation. Pourtant, eux-mêmes, ils ont des villages qu'on pourrait justement les exproprier. Mais c'est un problème, c'est-à-dire qu'en réalité, je continue de dire, la responsabilité première incombe à l'État. C'est l'État qui est complètement dans le flou et dans l'incapacité d'orienter, n'est-ce pas, sa politique de développement. Tout à l'heure, on a parlé peut-être de notre compatriote parce qu'il vient peut-être de l'Ouest et les populations du Sud n'en veulent pas, c'est ce que d'après ce qu'on dit, même dans nos propres, comment dire ça, dans nos propres communautés, où les gens sont soi-disant homogènes sur le plan ethnique, il y a ce problème. J'étais à l'université de Montagne, à Bangante, accompagné du professeur Moyo, qui était un des administrateurs de cette université là-bas, et quelqu'un m'a abordé et dit, c'est monsieur Ndom qui est souvent en Afrique Média et qui est dans les télévisions. Oui, j'ai un problème. J'ai dit, quel est ton problème? Il dit, je suis prince. Cet espace que vous voyez là m'appartenait. Le chef Bangante l'a donné à ces gens pour faire l'université de Montagne. C'est mon terrain, moi je n'ai plus rien. Je donne cet exemple-là. Donc il y a des problèmes partout. Premièrement. Deuxièmement, la question du développement, ce ne sont pas les communautés qui existent. Par exemple, je suis chez moi là-bas en Gambie. C'est pas moi qui décide quel est le type de développement qui doit être chez moi. Non.
Parce que justement, ce développement qui doit être là, c'est pour cela, par exemple, quand il y a le barrage d'électricité de Son Loulou, les gens applaudissent. Mais l'électricité de Son Loulou va jusqu'au nord, au sud-ouest, alors que les propres populations riveraines de Son Loulou n'ont pas d'électricité. Vous comprenez? C'est une question d'intérêt général. Donc c'est comme ça qu'il faut percevoir ces choses. Mais ce que nous contestons, c'est que cet intérêt général ne doit pas se faire sur le dos et contre comment dire ça, le bien-être des populations locales. C'est pour ça que je dis que c'est l'État qui... Il y a d'ailleurs un autre barrage qui est prévu toujours du côté de Grand Ouem, oui, ça fait encore un gros problème, un gros scandale. Donc je dis que l'État ne sait pas. C'est parce que dans d'autres États, tout à l'heure, Edmond a dit quelque chose, mais Edmond, ce sont les stratégies de ce capitalisme que nous combattons. On ne peut pas produire le cacao en Afrique et c'est en Europe, en Suisse qu'on produit le chocolat. Il y a un problème. C'est justement pour ça que nous sommes misérables. Et c'est pour cela que le projet comme celui de M. Néossi était une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de transformer localement notre propre cacao que nous allons produire. Ça va ajouter la plus-value, n'est-ce pas, à cette activité pour l'ensemble de nos États. Aujourd'hui, les textes sont clairs tout à l'heure. Ce n'est pas Choco n'est plus lié à 6 cacao, hein, mais 6 cacao transforme une partie de la poudre que Choco utilise. Choco est maintenant dans les mains des Sud-Africains, des Chinois, tout le monde le sait. Le groupe Taïga. Donc, ce que je dis par exemple, le Cameroun est incapable de transformer ne serait-ce que 10% de sa production cacaoyère. C'est quoi ça? Il fallait que les industries, là, les Cargill, tout ça, les Nestlé, partent de la Suisse pour venir implanter les usines chocolatières ici. Pourquoi? Et vous voyez la conséquence. Le cacao que nous produisons, quand il va là-bas, quand il revient, tu ne touches pas son chocolat. Tu ne touches pas. Donc, je pense que c'est ce paradigme qu'il faut inverser. Il faut inclure les populations dans le processus de développement qui doit impacter leur région. Mais surtout, il faut dire à tous les Camerounais, où qu'ils soient, que nous sommes, tous Camerounais, et que ce n'est pas les populations d'un endroit qui décident ce qui doit être fait là-bas. Tout à l'heure, vous avez cet avis qui vient de l'Est. On fait semblant de ne pas voir. Je vous dis des gars qui sont à Yaoundé. Mais c'est rien. Il y a des gens qui ont pris des espaces terribles au niveau de l'Est. Ils les ont loués à des Chinois qui sont en train d'exploiter de manière barbare, en détruisant complètement l'écosystème de ces endroits. On a vu, tous les enfants ne peuvent même plus avoir de l'eau potable. Tous les eaux sont suées parce que des produits chimiques qu'on utilise pour le mercure a complètement bousillé l'environnement de ces régions. D'ailleurs ici, ce n'est pas du tout acceptable. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure les copains et les coquins qui se connaissent, ils vont à Yaoundé, ils déjeunent ensemble et ils font des opéras dans des régions au détriment des pauvres villageois, comme le disait Kwate tout à l'heure, parce qu'ils n'ont aucun fils pour les défendre, qu'ils n'ont que leur pour pleurer. Donc, à l'État camerounais de prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui est en train de poser les germes de quelques-unes des fédérations que personne ne pourra assumer plus tard. Eric Pépin Mikaï, pendant ce temps, il faut préciser qu'on a l'impression que c'est un passage en force qu'on a besoin de faire justement dans la vallée du Thème. C'est un passage en force qu'on a besoin de faire dans la vallée du Thème, comme on a l'habitude de le faire, sous le prisme sous le seul prisme que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est-à-dire, les terres qui ne sont pas immatriculées de domaine privé d'État sont naturellement reversées dans le domaine de l'État. C'est qui est une assiduité. Parce que pourquoi une assiduité? La Constitution de 96 reconnaît aux Camerounais 2 statuts. Le statut d'autochtone et celui d'allogène. On ne peut être autochtone sur le prisme que de 2 choses. Les reliques de ses aïeux ou les vestiges de ses aïeux. Malheureusement, les reliques de ses aïeux ou alors les vestiges résident sur un territoire que la communauté ou l'État reconnaît à des individus dans le cadre de ces lois. Oui. Donc il serait donc absurde de faire de ces communautés-là les gestionnaires d'un espace que lui-même il reconnaît dans le cadre de sa constitution. Il faudrait naturellement qu'on accorde un droit réel aux populations d'être propriétaires de leurs terres. Il y a une anecdote qui a souvent coutume d'être mise sur la place publique lorsqu'il y a des débats. On dit, lorsqu'on trouve du chanvre indien dans ton champ, il est le sien. Mais quand c'est de l'or, il appartient à l'État. Il faut qu'on sorte de cette hypocrisie-là et qu'on libère les populations. On voit peut-être bien, évidemment, comment les commandants des brigades attrapent ceux qui produisent le chanvre indien. Mais quand il y a de l'or là, non, c'est l'or de l'État. Quand il y a le pétrole, c'est le pétrole de l'État. Je suis d'accord avec ce qu'Albert dit. Lorsque tu es propriétaire d'un espace, il faut que tu sois propriétaire de l'espace et de ce qui vient en bas.
Donc si quelqu'un veut exploiter ton pétrole, qu'on a découvert ton champ, on négocie avec toi. Donc vous êtes d'accord avec Pascal Mafedom que si on découvre le pétrole derrière la cuisine de sa mère... Tout naturellement. Ça appartient à la communauté, vous aussi. Ça appartient à la communauté. C'est ce qui se passe actuellement au Texas avec le gaz de schiste. C'est-à-dire que les Texans, ceux qui sont propriétaires de ces espaces, on a découvert le pétrole sur leur territoire. Ceux qui veulent exploiter viennent négocier de manière directe. Oui, mais il faut le reverser. Messieurs, nous sortons de cette édition. Il y a des mécanismes avec ils ont ce qu'on appelle les contrées là-bas. Merci. Le contré est un propriétaire d'un certain nombre de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Pépin-Mikaï. Edmond Kuaté, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas avoir justement une crise sociale dans le pays? Non, la réalité, il faut le dire. Il faut qu'on essaye de comprendre. Vous savez, il y a un problème qu'il y a chez nous. Il faut, soit on se plaint éternellement, soit on s'adapte, n'est-ce pas, à la nouvelle donne mondiale. L'un des problèmes que nous avons toujours posé, c'est la faiblesse et l'inefficience de notre appareil de production local. Et parmi ces problèmes, on se plaint par exemple que nous n'avons pas suffisamment de capacité de transformation de nos matières premières. Je dois vous rappeler que l'Afrique, c'est 73% de production de cacao mondial, avec la Côte d'Ivoire en tête, suivi du Ghana, ensuite le Nigeria et le Cameroun. Le Ghana, c'est 40%, la Côte d'Ivoire, ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est 6%, le Nigeria, 6%. Et le Burkina Faso aussi, hein? Non, le Burkina Faso, c'est une incongruité, c'est une tricherie. Et donc, il faut savoir que, je le dis, vous voyez, le port d'Amsterdam, par exemple, c'est 50 000 emplois. Parce que seulement en termes de transportation, de transport et de tri de cacao, c'est 50 000 emplois directs que le cacao africain offre au port d'Amsterdam. 50 000 emplois. Alors pendant longtemps, le cacao camerounais a subi les mêmes effets de spéculation, liés, n'est-ce pas, à la détérioration en termes de change, où cette année vous produisez le cacao, on vous dit, quelqu'un vient vous dit c'est 800 francs le kilo à prendre ou à laisser. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire, vous n'avez pas de capacité de stockage, vous n'avez rien, vous êtes obligé de céder. Après demain on vient vous dire non, vraiment ça peut pas être plus de 600 francs. Alors aujourd'hui, il faut encourager l'initiative locale, mais cela doit se faire de manière encadrée. De manière encadrée. Il ne faut pas léser les populations. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de frustrer les populations. Et ça, là, je m'adresse directement aux hauts fonctionnaires de Yaoundé. De l'État. On ne s'assoit pas à Yaoundé et on décide de tout. Il y a eu une loi, je crois que c'était en 2010, une loi au Cameroun, les gens ne sont peut-être pas parfois très informés. L'État a décidé d'accompagner les investisseurs parce que l'État, chaque fois quand on crie, on dit oh non, on n'a pas suffisamment d'investissement, l'appareil de production local est faible. Parfois les gens ont besoin d'investir, donc et les gens on ne leur donne même pas l'opportunité de négocier. L'État a investi 1 milliard dessus. On ne leur donne pas le... Donc l'État a décidé d'accompagner les investissements. Permettez, l'État a décidé d'accompagner les investissements depuis 2010 à travers des concessions, en donnant des terres, et à travers des taxes, et à travers. Et donc c'est comme ça que dans ce cadre-là, Néo-Industrie bénéficie justement de cet accompagnement. Mais seulement, je dois dire, c'est pas bien encadré. Moi je suis de Banjul. Si j'arrive à Banjul demain, et qu'on me dise qu'il y a une grande usine de transformation de blé ou de riz, mais que moi, je suis de Banjul, que je n'ai plus de mots à dire là-dedans, ça me pose problème. Que ce soit par un fils du village, que ce soit par un fils de je ne sais pas. Mais si moi aujourd'hui on me dit, bon écoute, demain il y a une concertation à Banjul, parce qu'on estime que Banjul est une zone bien placée pour l'implantation de telle usine, si je n'y vais pas, c'est un problème, parce que j'ai refusé d'y aller. Je dois aller et donner mon orientation, voir en quoi cela me profite à moi et cela profite aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Il faut aussi qu'on combatte la corruption. Parce que c'est pas 50 d'État. C'est d'État. C'est pas 51 milliards qui manquent à l'État pour. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. C'est pour ça que j'ai dit. Il y a des hauts fonctionnaires de l'État qui ont 1000 fois plus que ces petits investissements. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ce soit encadré de manière à ne pas frustrer, et c'est pour ça que j'ai dit. Mais surtout, il faut que l'État se mette au centre du développement. J'ai mis à l'index la responsabilité pour éviter des justement hauts fonctionnaires qui
parce qu'ils ils prennent des prébendes. Surtout les gars. Messieurs, merci monsieur, parce que là, la réalisation me fait des signes que c'est terminé. Et messieurs, je vais lire quelques... Oui, bon, je crois que le problème créé de l'expropriation au Cameroun, ce sont les Camerounais. C'est Yerim Abdourahmane depuis Garoua. Je vais lire rapidement vos messages. Messieurs, rapidement, bonjour à vous. Belle émission dans ma localité. Les gens achètent plus de 1000 hectares. Donc, tout un village entier et ils donnent 30 feuilles de tôle et une tonne de ciment au riverain pour 100 000 francs. Le malheur est que ces bénéficiaires revendent tous après acquisition de ces acheteurs. Là, je me demande si la loi qui règle le nombre d'hectares par particulier ne s'applique pas chez eux. Merci beaucoup, Steve. Merci également à vous. Bonjour à tous, merci à DBS pour l'émission, c'était en neveu aussi, merci pour tous les invités, bravo à vous pour l'éducation des Camerounais et Africaines. Christian depuis Douala, rapidement, je vous assure que si on ne tient pas compte des analyses de M. Ndong, la prochaine guerre de ce pays sera la guerre foncière, hein. C'est Olivier. L'État doit nous accompagner, elle doit être responsable sur ce qu'elle décide. Il faut une réforme foncière au Cameroun parce que les plus gros poissons mangent les plus petits. Revoir ce que nous avons donné aux étrangers, les terres. Sans cela, à quoi ça servira la décentralisation? Stéphane Fouégap. Allons-y rapidement avec les derniers messages, hein. Désolé, l'émission est terminée. Bonjour au panel et particulièrement à M. Parfendom. Je pense que le Cameroun est le seul pays où la région de l'Ouest est celle qui est la plus développée du pays, car où la route passe, le développement suit. Mais ce qui me gagne, c'est que c'est pas l'État qui a construit ces routes, mais les autochtones de l'Ouest. Et le pire est que dans un village macaque, quand une élite veut juste arranger la route avec des caterpillars, l'État, par ses représentants, empêche l'avancement des travaux. Soi-disant, seul l'État a ce pouvoir. Bref, aujourd'hui, la vallée d'une thème, demain, ce sera où? La décentralisation, c'est quoi? Le Code général des collectivités territoriales, c'est quoi? Où se trouve le Cameroun de demain? Mbondondje depuis Douala. Bonjour, c'est Joseph Tombok. Je suis à votre écoute chaque matin. Merci, que Dieu vous bénisse encore et encore. Messieurs, je ne peux pas lire tous vos messages. Merci quand même de nous écrire d'ailleurs tous les matins. Demain, je lirai tous les messages que vous allez laisser. Merci en tout cas. Nous sommes très nombreux dans les 4 coins du pays et sans oublier dans toute l'Afrique entière pour cette édition de DBS Matin. Albert Anatola ici, Edmond Kuaté, Eric Pépin Vikaï, Patient Pavendom. Merci d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Mais n'oubliez surtout pas, comme le disait le vieux Fouette, laissez marcher les opposants, cela donnera de l'argent aux cordonniers. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si peut-être Dieu. Au revoir.